Amir Weitman, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studiokalita.com. Alors, hier soir, vous étiez à Airport City, près de l'aéroport Ben Gurion, pour participer donc à ce qui était officiellement un toast porté à l'occasion de Rosh Hashanah et un toast devancé parce que finalement Benjamin Netanyahou doit partir dans quelques jours en Amérique latine et aux États-Unis. Mais en fait, on n'a pas véritablement porté de toast en l'honneur de la nouvelle année. On a plutôt assisté à une attaque en règle du Premier ministre contre la presse, ou on va dire une grande partie de la presse, comme il l'a dit lui-même, et contre Meni Naftali, l'ancien intendant de la résidence du Premier ministre, contre également les manifestants qui manifestent devant le domicile du conseiller juridique du gouvernement, par rapport à la durée des enquêtes concernant Benjamin Netanyahou. Alors, une première question, celui qui a entendu le discours de Benjamin Netanyahou peut-être a eu du mal à comprendre pourquoi le Premier ministre avait choisi ce cadre pour se livrer véritablement à ce type d'attaque. Peut-être qu'à l'occasion de Rosh Hashanah, il aurait peut-être été préférable d'essayer de trouver le chemin de l'unité au sein de la nation, de parler, de rapprocher, on va dire, les différentes composantes au sein de cette nation, plutôt que de se livrer à une attaque contre la presse. Vous ne pensez pas ? Écoutez, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est maintenant depuis très longtemps sous une attaque en règle, on va dire, de la part d'une grande partie des médias, comme il l'a souligné. Et comme vous le savez, très bientôt, la police doit décider s'il faut le mettre en examen. Oui. Et on voit qu'il y a une pression monstre du côté des opposants du Premier ministre pour le mettre en examen. On voit les manifestations devant la maison du conseiller juridique du gouvernement. On voit des articles sans arrêt, on voit à la télévision, un peu partout. Une énorme pression pour le mettre en examen. Et apparemment, d'après ce que j'entends, la décision doit être prise dans les prochaines semaines, vraiment incessamment sous peu. Et par conséquent, je pense que le Premier ministre a utilisé le fait que beaucoup de monde soit arrivé hier. Je pense qu'il devait y avoir en tout cas 2000 à 2500 personnes, au moins. Et donc, pour que ce soit en fait une manifestation de force de la part du Likoud, de sa part personnellement. Amir, je vous interromps parce qu'on ne vous entend pas très bien. Soit vous rapprochez le téléphone, soit on essaye de vous rappeler peut-être. Vous m'entendez mieux comme ça ? Voilà, c'est déjà un peu mieux, voilà. Ah oui, évidemment. Voilà, donc simplement pour vous dire, donc je répète simplement que le Premier ministre est en fait sous attaque. Et je pense qu'il a utilisé ce contexte où vraiment il y avait 2000 à 2500 personnes qui sont venues pour lui, pour le voir, pour le relancer. Ce sont ses supporters, des gens du Likoud, pour en fait, pour contre-attaquer et pour essayer de mettre une pression de l'autre côté pour en fait peut-être faire en sorte que la police et le conseiller juridique du gouvernement hésitent avant de donner une recommandation de le mettre en examen. Voilà, c'est une bonne guerre. Non, écoutez, Amir, on ne vous entend pas. On va essayer de vous rappeler pour voir si on peut mieux vous entendre, parce que véritablement, on a l'impression qu'il y a un écho extrêmement fort qui nous empêche de dialoguer correctement. On va vous rappeler, on va marquer une petite pause musicale, on vous rappelle. Ok, merci. Amir Weitman. Oui, est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, alors effectivement, on a compris votre première réponse. Je voulais peut-être vous lire un extrait d'un éditorial paru ce matin dans le Yediot Aharonot sous la plume de Ben Dror Yemini. Ben Dror Yemini qui titre son éditorial « Anachnu lo negdecha, anachnu be'ad Israël ». Nous ne sommes pas contre vous, monsieur le Premier ministre, nous sommes pour l'État d'Israël. Et Ben Dror Yemini d'écrire « Permettez-moi de vous
vous faire une proposition, Monsieur le Premier ministre, une proposition sérieuse. Laissez de côté la presse. C'est vrai que parfois elle est énervante, elle est exaspérante, mais elle n'est pas l'ennemi. Faites plutôt votre propre examen de conscience. Ne vous laissez pas séduire par les applaudissements de ceux qui sont venus hier donc à ce rassemblement. Il y a des centaines et des dizaines et des centaines de milliers de citoyens israéliens qui ne sont pas des hommes ou des femmes de gauche, qui vous regardent et qui se posent des questions et qui ont du mal parfois à comprendre votre comportement. Qu'est-ce que vous répondez à Ben-Dror Yemini quand vous lisez un tel éditorial ? Ce n'est pas la presse que Binyamin Netanyahou a attaqué. Ben-Dror Yemini est un journaliste qui peut être un journaliste de gauche, mais qui est un journaliste qui souvent rejoint le positionnement de la droite, en particulier dans le problème du BDS, du boycott d'Israël. Qu'est-ce que vous répondez à Ben-Dror Yemini ? Eh bien, vous savez, le problème fondamental, c'est les proportions. Quand on voit les attaques qui sont portées incessamment contre Binyamin Netanyahou, en particulier pas uniquement, mais en particulier par Yediot Aharonot et son groupe, sur des bêtises, hein, vous m'excuserez, mais vraiment des bêtises. On a vu par exemple l'histoire avec ce qu'on appelle en hébreu, dans les les Ham Gashiot, oui. Comment dire, on traduit ça en français, les plateaux, les plateaux, voilà, bon. C'était ridicule. Comment est-ce qu'on peut expliquer c'est tout de ce calibre, de cet acabit? En d'autres termes... Oui, mais effectivement, et en fait, on peut dire aussi, c'est vrai que le Yediot Aharonot exagère, comme le dit Ben-Dror Yemini, et même s'il est lui-même du Yediot Aharonot, il y a une certaine presse qui exagère. D'un autre côté, Binyamin Netanyahou peut compter sur le soutien d'un journal comme le Israël Hayom, ce qu'il ne pouvait pas faire il y a une dizaine d'années. Il peut compter sur le soutien également de certains médias comme la chaîne 20 israélienne, comme d'autres médias, même si effectivement il y a une tendance. On peut effectivement comprendre Binyamin Netanyahou, mais pourquoi se focaliser là-dessus? Cela donne l'impression que Binyamin Netanyahou est en panique, comme le disent certains journalistes. Mais vous savez, il y a des processus juridiques qui menacent de faire tomber le Premier ministre. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a une tentative de différents groupes, en particulier du Yediot Aharonot, de Haaretz et d'autres, et de la télévision, de la deuxième chaîne, la 10e chaîne. Il y a une tentative claire de le faire tomber. Alors oui, sa position est en danger, pour des choses qui sont risibles, hein, parce que si on parle sur le fond, si on parle de l'affaire, comment on appelle ça, des cadeaux ou de la deuxième affaire concernant ces discussions avec Tony Moses, ce ne sont pas des choses qui, dans n'importe quel pays au monde, constitueraient ne serait-ce qu'une raison pour ouvrir une enquête. Ce serait risible, on en parlerait 5 minutes, il n'y aurait pas d'enquête, enfin, il n'y aurait rien, circuler, il n'y a rien à voir. Or là, il y a une pression des médias qui est énorme pour faire en sorte que Netanyahou tombe. Donc, oui, mais par exemple, c'est qu'il essaie de te défendre. Mais on sait bien, Amir, que la presse, avec tout le respect que j'ai pour elle et que nous avons pour elle, eh bien, la presse n'a qu'une influence, on va dire, marginale. On le voit bien. La preuve, c'est que Binyamin Netanyahou est au pouvoir depuis 10 ans, que le Likoud, plus il y a d'enquêtes judiciaires, plus les sondages montrent que le Likoud se renforce. Il est à 34 dans les derniers sondages, 34 mandats dans les derniers sondages. Donc pourquoi finalement accorder tant d'importance à cette presse qui finalement n'a pas autant d'influence qu'on voudrait le croire, Parce qu'il ne s'agit pas d'une influence vis-à-vis du public. Il s'agit d'une influence vis-à-vis de la police et vis-à-vis du conseiller juridique du gouvernement, c'est-à-dire vis-à-vis du processus judiciaire. Or, ceux-ci sont des hommes, je peux vous le dire, et ça je peux le dire de manière absolue, c'est qu'il y a des gens dans la police qui, on va dire, aimeraient bien mettre le Premier ministre en accusation pour des raisons qui ne sont pas, on va dire, ne sont pas pures.
En d'autres termes, il y a des gens qui aimeraient bien avoir sur leur CV le fait de pouvoir faire tomber le Premier ministre. Il y a des gens qui aiment bien plaire et qui, par conséquent, risquent, si vous voulez, de prendre des décisions qui ne sont qu'ensuite ils risquent de faire, qui ne vont pas aboutir. Peut-être, Amir, peut-être qu'effectivement il y a comme ça à la police, mais on connaît la procédure juridique dans ces affaires. La police ne fait que recommander dans le meilleur des cas. Certes, le dégât public, c'est vrai. La police ne fait que recommander une inculpation, et c'est finalement le dernier mot, c'est le conseiller juridique du gouvernement qui est de l'avis général un homme intègre. Non, mais il y a aucun problème. Mais il y a deux choses. D'une part, si la police propose d'ouvrir une enquête, enfin, c'est déjà un dégât à l'image de Netanyahou qui est considérable. Il y a déjà eu une recommandation de ce type, et finalement le dossier avait été fermé. Je sais bien, mais malgré tout, c'est pas quelque chose de trivial. Donc de toute façon, si la police le fait encore une fois, c'est un problème. C'est une première chose. Et une deuxième chose, personne en effet ne remet en cause l'intégrité de Mandelblit, mais ceci étant, c'est un homme comme n'importe qui. Et quand on voit que ça fait maintenant des mois et des mois et des mois qu'il y a des manifestations en face de sa maison, qu'il y a une campagne dans les médias qui est faite clairement pour influencer son jugement, eh bien, ça ne nous calme pas, ça ne nous tranquillise pas. On n'a pas véritablement l'impression qu'il y a un désir de faire justice et un désir de couper la tête. C'est ça la réalité. Et donc je pense que ensuite on peut discuter si Netanyahou a raison ou non dans sa tactique. Moi je suis pas un spécialiste, hein, mais ceci étant, je pense que ce qu'il essaie de faire, c'est en fait de créer une pression inverse pour ne pas que la police d'une part et puis le conseil juridique d'autre part se voient obligés, si vous voulez, en termes de pression, d'opinion publique, se sentent obligés d'ouvrir une enquête. Voilà, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous-même, en tant que militant, en tant que cadre du Likoud, et je vous poserai une question sur votre activité au sein du Likoud, à la tête de votre groupe, vous n'avez pas l'impression que finalement il peut y avoir, et c'est peut-être tout à fait humain, tout à fait logique, qu'après 9 ans au pouvoir, après 20 ans au sommet de la politique israélienne, Binyamin Netanyahou subisse une usure du pouvoir, et que finalement, eh bien, lorsqu'il est tellement isolé par les services de sécurité, etc., eh bien, il a du mal à être véritablement en contact avec le peuple. Il a du mal à percevoir d'une certaine manière ce que l'on attend de lui dans tous les domaines, et il se comporte un peu peut-être comme un monarque, comme l'ont fait d'autres chefs d'État, d'autres premiers ministres, que ce soit en France, que ce soit en Israël. Écoutez, moi je ne suis pas un proche du Premier ministre. On a en tout et pour tout une réunion une fois d'1h15. Voilà, c'est tout ce que tout le lien personnel que j'ai avec le Premier ministre. Ça n'est pas mon impression. Je pense pas qu'il se comporte comme étant un monarque. Je ne pense pas qu'il soit coupé du peuple. Question d'usure du pouvoir, écoutez, peut-être. C'est évident que c'est une position qui est extrêmement difficile, qui demande une responsabilité énorme, qui demande une disponibilité de 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pendant toute l'année. C'est pas une position facile, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un des jobs les plus difficiles du monde. Et c'est vrai que le faire, c'est déjà pas facile, mais le faire dans les conditions actuelles, où il est sous attaque permanente, non seulement sous attaque publique, ce qui est normal, parce que tous les premiers ministres se font attaquer, mais sous attaque juridique, c'est vrai que c'est stressant, et c'est vrai que les réactions peuvent parfois sembler, quand on est sur le côté, hein, peuvent parfois sembler être exagérées ou peut-être pas appropriées ou disproportionnées. Maintenant, moi, de nouveau, je n'ai pas en main tous les détails du processus juridique, de la police, etc., pour pouvoir faire un jugement qui est véritablement objectif. Donc, moi, tout ce que je peux faire, c'est un peu comme tout le monde, hein, c'est m'en remettre au bon sens et au bon jugement du Premier ministre. Et c'est vrai que, comme je l'ai expliqué, on a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui sont en chasse
le chasser, pour l'attraper. On l'a bien compris, Voilà, Amir. donc, Alors, je voudrais une dernière question, que vous nous parliez un peu de votre groupe au sein du Likoud. Je vous ai vu hier entouré d'une trentaine de jeunes autour de vous. il y en avait même plus. Hein. Il y en avait peut-être même plus. Alors, dites-nous quel groupe vous représentez au sein du Likoud. Eh bien, en fait, moi, j'ai plusieurs activités au sein du Likoud. Le groupe que vous avez vu hier, ce sont les libéraux du Likoud. À part ça, on a un groupe des francophones du Likoud qui font avancer l'ALIA. Puis on a un groupe aussi qui s'appelle le Forum Dror, c'est-à-dire c'est un groupe qui s'occupe de RF Israël et de questions plus nationales. Mais le groupe des libéraux Likoud, c'est un groupe qui, dans la bonne tradition libérale, fait avancer l'agenda libéral, c'est-à-dire un agenda de dérégulation, un agenda de baisse des impôts, un agenda... c'est libéral sur le plan économique, on va dire. Voilà, pas sur le plan religieux, on va dire. Non, pas du tout, non, vraiment pas. Mais non, des vrais libéraux, comme on pourrait l'entendre en France, d'ailleurs, comme on pourrait l'entendre le libéralisme classique, hein, voilà, des vrais libéraux, de nouveau, d'un agenda économique pour moins d'impôts, moins de régulation, moins d'intervention étatique dans l'économie et dans la société israélienne, afin de pouvoir permettre aux gens simplement de mieux vivre, de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat, de pouvoir avoir moins de chômage, de pouvoir avoir des salaires plus élevés, de pouvoir avoir des prix de biens et de services qui soient moins chers, plus de compétition. Voilà, c'est un agenda qui, je pense, qui est l'agenda du Premier ministre sur le fond, hein, mais qui est un agenda qui ne bénéficie pas de suffisamment de soutien public, à la fois au sein du public israélien dans sa totalité, à la fois au sein du Likoud. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est nous essayons de mettre en fait la pression sur les élus du Likoud et de créer en fait une opinion publique pro-business, pro-liberté, on va dire, au sein du Likoud et de manière générale dans la société israélienne, afin de pouvoir permettre de nouveau parce que les politiciens sont dépendants de l'opinion publique, hein, en fin de compte. Donc créer une opinion publique favorable à des politiques qui vont, on l'espère en tout cas, vont promouvoir la croissance et le développement de l'État d'Israël. Eh bien, Amir, merci d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à nos questions autour de ce rassemblement qui s'est produit, donc ce rassemblement qui s'est tenu hier à l'occasion du toast porté en l'honneur de Rosh Hashanah, l'occasion pour Binyamin Netanyahou de se lancer, comme je le disais, dans une attaque en règle contre la presse et les médias israéliens. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom, shalom. Bonne journée, au revoir. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire ce matin.